Never stop working on your brand. Et elle nous disait ça, on était tous des indépendants, des start-upers de la beauté. Puis elle a dit, it's never over. Go, improve, question yourself, work on your brand until it's wow. Donc, merci Aymara d'avoir accepté de venir partager ton histoire avec nous. Donc, si on peut commencer juste vraiment de parler un peu sur le background, comment tu as eu l'idée de lancer ton projet. Peut-être aussi parler, justement, tu es une experte apparemment dans le domaine, voilà, make-up artist, si j'ai bien compris. Et oui, pas tout à fait, voilà. Oui, et du coup, comment tu as eu l'idée de lancer ton projet et vraiment, on veut vraiment avoir un petit aperçu des détails, en fait, de comment, depuis que l'idée est arrivée jusqu'à le lancement de ce projet-là. Oui, comment j'ai eu la folle idée de créer une marque de maquillage. Oui. Alors déjà, je ne suis pas toute jeune. J'ai 48 ans, toutes mes dents, mais bon quand même. Donc, Biradiance, la marque de maquillage sain que j'ai créée, c'est un peu la prolongation de moi-même et de mon aventure professionnelle en fait. Moi, je suis née à la Martinique, d'une maman martiniquaise. Mon père est français du nord de la France, donc ch'ti. Donc une maman plutôt noire et un papa plutôt très blanc. Ma sœur et moi sommes nés en Martinique. Et après, mes parents ont décidé d'immigrer au Canada. Ah ouais. Okay. Donc nous sommes tous partis au Canada et c'est là où j'ai fait... les écoles élémentaires et après collège-lycée. J'ai fait mes études plutôt côté école de commerce. J'ai gradué d'HEC Montréal et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez L'Oréal Canada. D'accord. Donc évidemment que comme bien des jeunes filles, j'aimais beaucoup les cosmétiques. J'ai été placée assez rapidement comme chef de produit sur le maquillage de L'Oréal Paris. Donc le maquillage, je suis tombée dedans il y a plus de 20 ans. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans et au tout début des années 2000, je suis arrivée à Paris pour travailler pour la marque propre de Sephora. Donc les produits de la marque propre de Sephora à l'époque étaient tous entièrement créés ici à Paris. Maintenant, il y a 2 pôles de création de produits, Paris et San Francisco. D'accord. Donc j'ai appris à développer des produits avec différents laboratoires et différents manufacturiers ici à Paris pour la marque propre de Sephora. Et après 6 ans de bébé, à me demander un peu comment j'allais poursuivre ma carrière, j'ai eu une opportunité assez unique qui était géniale pour moi. C'est-à-dire qu'on m'a proposé de reprendre la marque Black Up. Black Up, qui est une marque française donc créée à Paris il y a plusieurs années par un maquilleur make-up artiste d'origine ivoirienne. D'accord. Qui avait été... sortie de sa marque. Et donc, la marque était un peu toute seule depuis au moins 3 ans quand je suis arrivée. Donc, il y avait plein de gros challenges. Et donc, il fallait un peu tout reconstruire. Et moi, évidemment, avec mes origines, ça me parlait particulièrement. Et surtout il faut dire que pendant mon adolescence, j'avais une maman qui m'amenait avec elle faire ses courses. Et on faisait tous les stands de beauté des grands magasins. Et elle me disait, mais je trouve jamais rien, j'en ai marre. Et elle me disait, regarde ce rouge à lèvres, il est rouge. Je le mets sur mes lèvres, il n'est pas rouge. Donc, il n'y avait rien qui allait. Et je me souviens que ma mère galérait toujours et qu'au final, il y avait à peine 3 produits de maquillage pour elle dans la salle de bain. Et ma sœur, qui a un teint beaucoup plus café au lait olivâtre que le mien, a galéré, mais presque encore plus que ma mère, à une époque où il n'y avait pas du tout ce genre de teinte ou de maquillage adapté. Et donc, Black Up, pour moi, ça a été juste une espèce de tremplin pour me dire, mais c'est génial, je vais pouvoir enfin faire des choses adaptées. Et en même temps, ça a été une douche froide quand je suis arrivée, parce que je me suis rendu compte que tous les fabricants avec qui j'avais travaillé, les labos, qui font les produits pour les plus grandes marques du monde, n'avaient aucune notion de ce qu'il fallait faire sur les peaux autres que caucasiennes.
Donc voilà, donc c'était de 2011, 2012, 2013, 2014, donc on est encore loin de Fenty Beauty. Bah oui. Et donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Moi j'ai repris le bébé à bras-le-corps, dans les 360 degrés, donc c'était en mode très start-up, donc très petite équipe. J'ai fini par prendre ma responsable formation sénégalaise, l'amener avec moi, mettre une blouse, une charlotte en labo pour qu'on teste directement des choses sur sa peau. On a fait énormément de travail et c'est comme ça que j'ai pu arriver à maîtriser déjà, parce que je maîtrisais rien du tout quand je suis arrivée, et finalement à me forger une expertise et une réputation, je dirais, dans le domaine du maquillage, donc pas comme maquilleuse, mais plutôt comme Madame Teint, qui sait faire des gammes de teint, qui sait faire des produits adaptés aussi pour les peaux noires, les peaux métissées, les peaux mates, les peaux olives. Voilà. Et donc en 2014, j'ai décidé de quitter la marque Black Up et de me lancer un peu à mon compte. Et c'est là où j'ai eu mes premiers clients qui sont arrivés, d'abord pour créer une marque de soins spécialisée pour les peaux foncées. Après, j'ai travaillé pour des grands noms, des plus petites marques, mais quand même de très belles expériences, entre autres avec Chanel, avec Charlotte Tilbury, pour justement les aider. Et avec l'arrivée de Fenty en 2017, j'avoue que j'ai eu aussi beaucoup de demandes pour aider les marques qui étaient en panique, certaines, à justement s'ouvrir un peu plus et à diversifier leur gamme de maquillage. Et donc, dans tout ce parcours un peu d'indépendante, mais en même temps, je connaissais beaucoup de gens. Un jour, je suis sur un salon et un labo français m'approche en me disant « Aymara, on aimerait te montrer quelque chose parce qu'on a une jeune formulatrice qui a commencé à travailler sur un fond de teint sans silicone. » Là, je dis « Ah, sans silicone, moi ça m'intéresse parce que je connaissais un peu les effets pervers du silicone. » Et particulièrement sur les peaux foncées, l'occlusion a tendance à être insupportable. Donc, les silicones qu'on utilise dans à peu près tous les produits de maquillage sont occlusifs. Et donc, c'est ce qui fait que souvent, j'entendais des clientes chez Black Up qui me disaient « Moi, je ne peux pas apporter de maquillage sur ma peau, j'étouffe. C'est pas possible. J'ai chaud en dessous, j'ai envie de me gratter, j'ai le sébum qui perce. » Et ainsi de suite. Donc, j'étais ravie de commencer à regarder ce projet avec ce labo français. Et on a travaillé sur une formule à base d'eau de concombre. Et donc, c'est comme ça que le fond de teint à base d'eau de concombre sans silicone, je dirais, est né. Et c'est là où je me suis dit, et c'est parti d'un chiche en me disant, mais c'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu le mettes sur le marché, tu t'en parles tellement bien et tu sais tellement pourquoi on a abouti cette formule et ces produits. Voilà. Donc, on a commencé comme ça, je me suis dit, allez. Je suis pas maquilleuse, mais je pense qu'il faut qu'on mette en marché une nouvelle voie dans le maquillage. Et c'est vraiment ce fond de teint qui a tout déclenché. Et très peu de temps après, j'intervenais comme conférencière. J'avais pas encore lancé le fond de teint, on était dans les étapes de mise en place, production, et surtout que quand j'ai voulu lancer mon projet, j'ai décidé de le financer moi-même entièrement. Ça, c'est une idée de mon père. C'est un peu, tu veux te lancer, vas-y. Je dis, mais vas-y, quoi, vas-y. Tu crées une société, tu mets des sous dedans et puis tu y vas. Je dis, oui, papa, mais là, ça coûte cher. Je dis, oui, t'as combien? Je dis, j'ai 150 000 euros. Je dis, tu les mets dedans. Je dis, OK. Et donc, c'était à peu près ce que ça me coûtait pour démarrer, pour lancer une quinzaine de teintes. Donc, j'ai mis tout ce que j'avais mis de côté, j'ai mis ça dedans. Et donc, pendant que j'étais en train de me dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis folle !» Je suis à une conférence et je rencontre un docteur en biologie qui parle du microbiome cutané et qui parle d'encapsulation de probiotiques actifs qu'il a mis au point. Et donc là, je dirais que j'ai eu une deuxième étape dans la construction du projet et de la marque. Parce que moi qui connaissais le derme et l'épiderme, je ne connaissais pas toute la couche bactérienne qui est au-dessus et son importance justement pour la peau. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à échanger pas mal avec ce docteur en biologie. Et une des premières choses qu'il me dit, c'est mes encapsulations, elles sont top, on a des bons résultats sur l'eczéma. On a fait des savons en poudre pour les gens qui peuvent même plus se laver les mains tellement ils ont de l'eczéma sur les mains.
Et il me dit, par contre, tu ne peux pas utiliser ça dans les produits de cosmétiques parce que vous utilisez beaucoup trop d'eau et bien évidemment des conservateurs qui sont là pour tuer les bactéries. Donc, c'est un probiotique qui est encore actif parce que la plupart du temps, quand on utilise des probiotiques, ils sont inertes dans les crèmes. Là, on était sur une encapsulation qui permettait de garder une bioactivité. Et je lui ai dit, moi, j'ai un fond de teint dans les tuyaux. Qu'est-ce qu'on pourrait bien créer après un fond de teint? C'est une poudre. Et dans une poudre, en général, on n'apporte jamais rien de bon à la peau. Pourquoi pas essayer, justement, d'intégrer les encapsulations de probiotiques actifs dans les poudres et de les faire sans conservateur. Elles sont bien évidemment sans eau. Et peut-être que ça pourrait marcher. Et c'est comme ça qu'on a commencé dans son labo en Bretagne à bidouiller les premières poudres qui sont devenues les Set & Glow et les Color & Glow. Parce qu'en plus de mettre des probiotiques dedans, moi, évidemment, venant d'un monde de maquillage et étant une passionnée, et je voulais faire quelque chose de vraiment différent, j'ai décidé de les jouer en duo. Donc, d'avoir la poudre matifiante pour en finition du fond de teint ou pour utiliser seul sur le visage. Mais en maquillage, on joue la matité et la lumière. Et dans une marque qui s'appelle Biradiance, il nous fallait absolument du glow et de l'éclat. Donc, on a travaillé des teintes d'enlumineurs qui sont assorties au ton de peau. Voilà, donc on a fait des duos au lieu de faire des produits simples. Donc c'est deux produits en même temps? C'est un 2 en 1. Vous avez d'un côté la poudre et de l'autre côté le highlighter. Et on a lancé aussi des blushs qui sont plutôt colorés avec des highlighters contrastants. Voilà, parce qu'on s'est dit, on est quand même une marque de maquillage, on apporte un bénéfice peau, mais il faut quand même que ça marche en maquillage. Donc, c'est un peu comme ça que tout s'est construit. C'est vraiment de fil en aiguille. Je ne me suis pas levée un matin en me disant que j'allais faire une marque de maquillage. Je ne l'aurais jamais fait comme ça. Parce qu'en étant passée par toutes sortes de marques, et des petites et des grandes, et en ayant vu à quel point c'est difficile, je pense que je ne l'aurais pas fait comme ça. C'est la passion pour l'innovation. C'est mon envie aussi... de filles métissées, de ma mère antillaise, de vouloir remettre la beauté là où elle doit être, c'est-à-dire pour toutes les femmes et que ça fasse sens. C'est tout ça qui a forgé Biradiance. D'accord. Oh. Et du coup, le lancement, c'était en 2014 ? Non, on a fait un lancement. Alors, le premier produit, on l'a mis en marché en 2019. Donc, en 2019, on a lancé le fond de teint à l'eau de concombre. On était dans 10 points de vente en France, c'était tout jeune. À l'automne 2019, je me dis, bon, il faudrait peut-être qu'on essaye d'accélérer. On n'a encore qu'une gamme de fond de teint. On lance le primer à l'extrait de grenade pour être en préparation du fond de teint à base d'eau. Donc, je me dis, bon, on a une petite offre. J'embauche une responsable commerciale pour qu'elle commence à faire le tour des points de vente. Elle commence tout juste. On a les gilets jaunes, les grèves et les... Non, pas les gilets jaunes, les grèves qui commencent, je pense, ou les gilets jaunes, je ne sais plus, le mois de décembre. Mois de décembre catastrophique, donc partout. Donc novembre, décembre, elle fait ses premiers mois à chercher des points de vente pour placer la marque, catastrophe. Elle me dit, on va attendre janvier, quand tout ça va être passé, ça va être plus facile de référencer la marque. Effectivement, janvier, février, on commence à avoir des discussions intéressantes. On a des choses dans les tuyaux. Mars, Covid. Donc on avait à peu près, elle avait réussi à trouver une dizaine de points de vente qu'on devait ouvrir et bim, Moi, on avait fait un site web, mais j'étais pas du tout en mode DNVB. Venant de chez Sephora, venant de L'Oréal, Black Up, pour moi, c'était évident qu'une marque de maquillage doit être en magasin, surtout quand on fait du teint, il faut qu'on teste. Donc, nous voilà confinés avec moi une petite équipe, parce que j'avais surtout stagiaires, alternantes et stagiaires, en gros, à part ma responsable commerciale, qui a dû finalement quitter l'aventure après avoir été au chômage technique chez elle, à me dire, bon, je pense que là, on va arrêter. Et donc, on a pris notre courage à deux mains et on s'est dit, on va faire 180 degrés, on va se mettre en mode digital. J'avais besoin de fonds pour lancer les poudres en lumineur parce que je ne les avais pas lancées. Pour passer en digital, j'ai réussi à faire une levée de fonds. Pendant la crise Covid de 2020, j'ai fait un amorçage avec des business angels.
Donc, j'ai réussi à rentrer quelques centaines de milliers d'euros. Et c'est comme ça qu'on a pu presque relancer la marque, je dirais, avec l'assortiment qu'on connaît à peu près aujourd'hui, online, en novembre 2020. Donc, ça fait bientôt 2 ans qu'on peut dire que la gamme Biradiance, telle qu'on la connaît aujourd'hui sur notre site internet, avec les produits aux probiotiques, plus le fond de talon de concombre, existe. Oui. Donc c'est assez récent. Oui, mais je veux dire aussi, dans la période de lancement, c'était la période la plus difficile pour un lancement d'un projet. Mais ils disent que quand tu crées une boîte dans la période les plus dures, c'est là où tu es sûr que tu vas garantir, qui persévère. Dans le temps. Mais tout était... Honnêtement, je me dis, heureusement que j'ai été en France... Je pense beaucoup au chômage technique parce que même si j'avais les alternantes, il fallait les payer quand même. Ma responsable commerciale aussi. Et j'avais vachement misé sur les nouvelles ouvertures pour justifier son salaire. Donc là, je pense que j'aurais été très très mal. La seule chose, c'est que tous les PGE et autres, évidemment, je n'avais pas eu de chiffre d'affaires l'année d'avant, donc je n'ai pas pu vraiment en bénéficier. Donc ça a été difficile, mais je sais pas, j'ai eu une bonne étoile parce que cette levée de fonds que j'ai réussi à faire, je me revois en train de pitcher de chez moi en visio, et puis quand en mai ça s'est réouvert, des gens avec qui on avait établi le contact, qui voulaient me rencontrer, avec qui on a pu concrétiser, et j'ai pu faire rentrer les sous juste avant les vacances de l'été, quoi. Donc, just in time pour tout finaliser, payer le fabricant qui, en plus, avait été génial parce qu'il avait tout avancé sans être payé en me faisant confiance. C'est des gens avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années à différents niveaux. Donc, oui, c'est un fabricant un peu fou qui dit, je veux faire... il y avait 42 vracs. 42 teintes et textures différentes pour faire les poudres. Je dis, je vais ramener des probiotiques. On va mettre ça dans tes machines aussi. Donc, pour le nettoyage, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut être sûr que... Oui, viens, on va le faire. OK. Donc, voilà. Donc, tant mieux, c'est trop bien. J'ai eu une bonne étoile, finalement, dans cette année-là, parce que ça nous a permis de vraiment repartir. Et comment c'était émotionnellement cette partie-là de rechercher des fonds, sachant qu'on ne peut pas les visiter, on ne peut pas toquer à la porte tout doit être fait virtuellement. Je dirais que il n'y a pas juste le virtuel, parce que je pense que toute personne qui est passée par la levée de fonds, vous dire, en tout cas, la première fois qu'on passe par là, et là, je peux vous dire, c'était presque ma première... J'avais un business angel avec qui on avait déjà eu un accord, mais j'étais jamais passée à l'étape supérieure. Le niveau de stress que j'ai pu atteindre est certainement un des pires dans ma vie. J'ai été capable de passer à des niveaux de présentation internationale, de trucs où on est stressé pendant plusieurs semaines ou mois avant, des choses quand même... Ou même des responsabilités intenses. Là, c'était la première fois même que physiquement, j'ai craqué. J'étais à un niveau de stress qu'un matin, j'étais dans mon lit juste avant de faire le closing, parce qu'en plus, c'est pas au pire du pire quand je regardais ma trésorerie et que je me disais, en octobre, je ferme. Et qu'on était en juin. C'est même pas là que mon corps a lâché, c'est plutôt au mois de juillet, quand j'étais sur le point d'y arriver. Il y a un matin, j'ai pas pu me lever. J'étais complètement le dos bloqué, je pouvais plus respirer tellement j'avais mal au dos. Et c'est quand en fait tu as commencé à régler les problèmes que en fait c'est la vague un peu en retard qui arrive. Oui, c'est quand je commençais à avoir effectivement les OK, qu'on commençait vraiment à préparer le closing avec mon avocat, que là, je pense que je suis arrivée à un stade où là, mon corps a lâché. Mais c'est très éprouvant. J'ai parlé avec certains entrepreneurs qui m'ont dit que cette partie-là du job a fait qu'ils ont arrêté. Que cette impression d'avoir c'est même pas quémander, mais d'être toujours en mode...
je vends mon beefsteak et j'essaye de trouver des gens qui vont venir financer. Là, je suis de nouveau dedans. Mais ouais, ça fait plusieurs mois déjà que j'ai commencé doucement, mais en sachant qu'à un moment donné, ça doit s'accélérer. Donc là, j'arrive dans la phase où ça doit s'accélérer vraiment. Mais je suis beaucoup plus sereine. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que la pression est la même ou pas? La pression, elle est la même. Non, il y a une autre expérience qui est arrivée. Ça, c'est la bonne chose. La pression, elle est certainement encore plus élevée parce que j'ai encore beaucoup plus à perdre. Alors, mais on ne s'en rend pas compte, c'est pas comme ça qu'on calcule les choses. Je pense qu'en 2020, pour moi, ce qui était en train d'arriver était vraiment tellement traumatisant et que je n'étais jamais passée par là de ma vie. Donc, tout est un apprentissage. Ne serait-ce que comment ça fonctionne, les papiers d'avocat, le vocabulaire. Sur certaines choses, on me parlait de choses, je disais oui, quoi, qu'est-ce... Elle est où la traduction des mots des chiffres Oui, est-ce que tu as ta captable Oui, je ne sais pas. Et là, j'appelais mon avocat, c'est quoi la captable Aymara, je vous l'envoie, c'est la table de capitalisation qui montre vos parts, tout ça dans la société. Ah, ok. Tout était comme ça, tout était stressant. Là, je n'ai pas tout à fait cette même perspective, parce que ça, c'est bon. Et maintenant, il y a quelque chose que j'ai compris. Dans tout projet entrepreneurial, il y a beaucoup de travail. Il ne faut rien lâcher et surtout, il faut avoir confiance au processus, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc, maintenant, je suis beaucoup plus prête à accepter que j'aurais fait 100% de tout ce que je peux faire de mes capacités. Et que l'autre partie sera faite, mais pas par moi personnellement, par le processus en lui-même. Et que ça, on n'y peut rien. Il se fait pas. Il y a des gens il leur sont arrivées des choses improbables, des crashs totales d'entreprise, et qui finalement, après, se rendent compte que heureusement qu'ils ont crashé parce qu'il fallait qu'ils fassent ceci ou cela après. Je pense qu'il faut se dire qu'on est monté à bord d'un train qui nous amène quelque part. On travaille tous les jours très fort pour aller dans le sens de sa vision. Il faut avoir la foi. Et il faut avoir la foi que ce qu'on fait nous amène à bon port, peu importe l'issue. Donc, ce n'est pas vraiment la situation ou l'impression qui a changé, c'est ta perception. Oui, c'est ma perception. Ta tolérance. Et là, aujourd'hui, j'en suis même à réfléchir à aller lever aux États-Unis. Et il y a des gens qui me disent, mais de quoi tu parles? Tu veux aller, tu veux monter l'Everest par la face nord, c'est à peu près la même chose. Sans entraînement, c'est à peu près la même chose. Ouais, mais j'écoute plus tout ça. Je me dis, step by step. Aujourd'hui, je suis là, je suis avec vous, je suis à Paris. Je sais ce que j'ai à faire cet après-midi. Je sais ce que je fais dans les jours qui viennent. J'avance. Voilà. Et il va falloir que ça se fasse. Puis après, je pense que ce qui est intéressant aussi avec un projet et un projet comme le mien, c'est qu'au début, la vision de ce maquillage sain qui soit plus que ce qu'on disait il y a 10 ans, même il y a 15 ans, on disait déjà « Ah oui, c'est un fond de teint soin. Nous avons mis un peu d'acide hyaluronique dans une formule pétrochimique. » Oui, bon, ok, il y a autre chose en soin. Donc, cette vision d'aller vers quelque chose qui soit vraiment intéressant au niveau healthy et en même temps dans ce besoin très fort que j'avais d'un monde de la beauté plus équitable dans l'inclusivité et la diversité. Oui. Ça, c'était là. Aujourd'hui, la différence, c'est que depuis le début de cette aventure, plus j'avance, plus cette vision non seulement se concrétise, mais plus elle est en phase avec les tendances profondes qu'on voit émerger. Donc, quelque part, c'est aussi sécurisant de me dire j'irai le plus loin que je peux dans cette avenue, mais cette avenue est en train de s'ouvrir. Je ne me suis pas trompée de chemin.
Donc ça aussi, ça sécurise beaucoup. Oui. Je pense que si j'étais dans une situation où, je ne sais pas, on partait complètement à l'opposé, avec des tendances qui vont complètement à l'opposé de ce que je suis en train de faire, ce serait très compliqué. Oui. Bah oui. Mais là, j'ai cette certitude et je le vois très clairement de plus en plus. Tout le monde bouge. Le monde est en train de bouger vers ce qu'on fait. Donc après, on peut être peut-être trop précurseur. Ça arrive parfois. J'ai connu des marques comme ça qui ont été beaucoup trop en avance sur leur temps. Hein. Mais là, je me dis que c'est un bon timing. J'avais exactement la question, c'est, ayant resté dans la même industrie pendant beaucoup d'années, comment tu vois l'industrie est en train de pivoter, en train de changer? Ah oui, ça c'est une bonne question. L'industrie, elle a énormément évolué. D'ailleurs, j'avais toute une conférence sur l'évolution depuis les années 70, entre autres du maquillage et des produits experts des peaux noires et métissées, où on voyait les besoins, ce qui est recherché a changé, la manière de marketer aussi a changé. Ce qui est aussi rigolo, c'est qu'il y a des retours de balancier. La clean beauty vient des États-Unis d'abord, avec cette notion de dire on n'a pas de réglementation comme en Europe où c'est beaucoup plus contrôlé. Mais la clean beauty qu'on connaît maintenant, qui a évolué, qui est revendicatrice de justement faire les bons choix des ingrédients, c'est un peu le retour de balancier de plusieurs années de laboratoire à chercher des ingrédients qui soient plus performants. Plus safe aussi parfois, donc c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on a travaillé des matières plus inertes que dans la naturalité pour enrayer les irritations. Il y a plein de choses qui ont été travaillées, les conservateurs qui sont remis en question parce que certains perturbateurs endocriniens ont été conçus pour que les soins qu'on utilise ne soient jamais endommagés par des bactéries ou qu'on ne puisse pas s'intoxiquer. Donc, on a eu toute cette partie de la cosmétique qui a voulu vraiment devenir à la fine pointe de la technologie, de la finesse des textures. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on est allé trop loin et que là, il faut back to basic. Et qu'on n'a pas tout bien contrôlé. On a fait des cocktails aussi parce qu'on mélange tout et on utilise tellement de produits par jour sur notre corps que quand on prend tout le cocktail de ça, ça peut exploser. Donc voilà, c'est des retours de balancier. Donc oui, l'industrie a beaucoup évolué, elle continue d'évoluer. Aujourd'hui, ce matin, j'en parlais avec une personne à Londres qui a créé un site qui s'appelle Beauty Bazaar et on parlait de la difficulté du retail à sélectionner les bonnes marques parmi toutes les nouvelles marques qui sont créées. Parce qu'il y a quelques années, il y avait très peu de marques qui se créaient. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Et d'être vraiment capable pour un retailer de faire les bons choix, ça aussi, c'est devenu très compliqué aujourd'hui. Particulièrement aux États-Unis parce que c'est eux qui cherchent à ouvrir le retail. En Europe, on est très conservateur. Mais tout ça fait qu'on est dans un dynamisme complètement différent. Ouais. D'accord. Ah oui, ça a énormément changé. Et avoir une personne qui était présente dans enfin, ça fait une vingtaine d'années, déjà par rapport à 5 ans en arrière, il y a un grand changement des marques, de l'inclusivité, comme tu viens d'évoquer justement, qui est le plus grand sujet, parce que dans les produits, que ce soit de cosmétiques en général, de soins de cheveux, de peau, de make-up, de beauté ou quoi, on était toujours en train de cibler un type. C'est comme s'il y avait un type sur toute la Terre, en fait, et qu'il y a des shades d'autres types. Les shades, des besoins de peau qui sont différents. En fait, ça vient principalement d'une chose. Notre industrie cosmétique, moi je dis qu'elle est toujours Caucasian-centric. Oui, toujours. Jusque-là. Jusqu'à un certain point, on n'est pas encore complètement, on n'est pas encore diversifié. Particulièrement en France.
Pourquoi? Déjà, les équipes. Moi, je me revois chez Sephora. Je pense que j'ai embauché la première fille de couleur de l'équipe, quoi. Donc les personnes présentes sur l'équipe. Et en plus, elle n'était pas du tout dans le produit, elle était dans le packaging. Donc, elle pouvait, à la limite, donner un input, mais ça fait partie des grands manquements. Donc, ouais, et aussi le manque de recherche et développement. Mais qui est arrivé aussi comme étant une espèce de conséquence. Si on s'y est pas vraiment intéressé. Sur les cheveux, c'est différent. Parce que, typiquement, les types de cheveux et les besoins des types de cheveux, c'est quelque chose qui a été compris et qui a été analysé beaucoup plus tôt. Donc, aujourd'hui, quand on regarde l'industrie, là où elle est certainement la plus... En tout cas, où on trouve le plus de choix, même si ça veut dire aller dans certains magasins spécialisés ou encore, pour les personnes aux cheveux crépus, de se retrouver à choisir sur une tablette à part des autres quelque part. Mais quand même, là, il y a eu vraiment un effort de compréhension. Qui est arrivé beaucoup plus tôt, ne serait-ce que pour faire des lissages permanents, du défrisage. Il a fallu comprendre le cheveu crépus, par exemple, pour le défriser. Donc, le cheveu a été regardé beaucoup plus tôt. La peau, pas vraiment. On ne s'est jamais posé la question à savoir s'il y avait des besoins de peau qui étaient différents. Et donc, le maquillage, ça, c'est la dernière roue du carrosse. Donc, la première chose qui a été faite à un instant T, en tout cas en maquillage, c'est de dire, on va étendre les teintes. Ce qu'on a là est bien, c'est juste qu'il faut faire des shades extension. Et en même temps, moi, je me souviens, quand je suis arrivée chez Black Up, j'appelais des fabricants d'ingrédients actifs et je leur demandais, est-ce que votre ingrédient anti-tache pour unifier le teint ou ceci ou cela, est-ce qu'il a été testé sur peau noire? Et là, ils me disaient, non, il a été testé sur un panel, on n'a jamais demandé la couleur de peau des gens. On a juste pris un panel. Moi, je ne peux pas vous dire qui était dans le panel et je ne peux pas vous dire la couleur de peau. Et donc, il me disait, mais ce serait très intéressant ce que vous dites. On adorerait faire des tests uniquement sur peau noire. OK. Donc, tout ça, c'est nouveau. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on a énormément à apprendre. On sait déjà qu'il y a des différences fondamentales et on commence tout juste à en parler. Donc, sur le skincare, par exemple, on commence tout juste à être capable d'entendre qu'une peau noire ne ride pas. Mais ça, on ne voulait pas le dire pendant des années parce que 50% du soin, c'était de l'anti-ride. Donc, comment vendre des anti-rides si on commence à convaincre des gens qu'ils n'ont pas de rides et qu'ils n'ont peut-être pas besoin de ça, ils ont besoin de quelque chose de différent parce qu'ils vont avoir effectivement les effets de l'âge, mais pas de la même façon. Donc, tout ça, c'est nouveau. Donc, accepter qu'il y a des différences fait partie du processus et ça vient souvent des équipes marketing-produits, des équipes labo. Moi, quand j'ai amené ma collègue sénégalaise en Italie en 2012, en 2013, les coloristes du laboratoire n'avaient jamais rien testé sur une femme noire. Et ils ne voulaient plus la laisser partir. Là, c'était un truc de folie, mais ils étaient renversés de voir à quel point, en plus, sur toute la mise à la teinte, c'était essentiel de regarder sur sa peau pour pouvoir prendre une décision, ce qui n'était jamais fait avant. Donc, c'est vraiment des étape par étape où on s'est rendu compte, pareil, l'undertone olive. On s'est rendu compte un jour que ça existait. Ben oui, quand Kim Kardashian est arrivée. Non, mais c'est vrai, il a fallu Kim Kardashian pour qu'on réalise que l'undertone olive jaunâtre existe et que, voilà, de la même manière, Huda a beaucoup apporté. Donc, Fenty, Huda, Kim Kardashian ont quand même, dans le monde de la beauté, amené des petites révolutions, et même à travers le corps. Je pense que même si Madame Kardashian est allée très très loin, il y a quand même tout ça aussi qui façonne le monde de la beauté et qui la change. Oui.
C'est vrai. Heureusement pour ces célébrités. C'est une belle opportunité pour eux. Et aussi pour les autres. Quand tu as travaillé comme chef de projet dans une grande marque et travailler et avoir son propre projet, c'est quoi la différence d'un point de vue développement? C'est très différent. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu les choses étape par étape. Quand je suis rentrée chez L'Oréal, c'était une grande école, hein. On était des bons petits soldats, on faisait notre réunion devant le président tous les mois, on préparait nos parts de marché, tout presque comme à l'école. J'exagère un peu, mais bon, je dirais qu'on avait des gros budgets, c'était géré par des agences de pub énormes, on bossait avec Publicis, on bossait avec... voilà, donc on était un peu encore à l'école. Quand je suis arrivée sur la marque propre de Sephora, on était déjà plutôt 20-25 pour faire tous les produits. Tout était pour hier, parce que là, on est chez un retailer. Donc, un retailer ne pense pas un an en amont. Il a du mal à penser 3 mois en amont, parce que c'est le temps réel de ce qu'il vend en magasin qui détermine ce qu'on fait après. Donc là, c'est complètement différent. Déjà, ça m'a amené à un autre niveau de stress, de plus petite structure. Moi, je ne connaissais pas la réglementation. Je ne savais même pas qu'il fallait des dossiers réglementaires. Je ne connaissais pas les processus de développement produit. Et donc, si je les avais appris chez L'Oréal, j'aurais appris à développer des produits sur 3 ans. Oui. Là, on arrivait, on mettait un truc sur mon bureau et on me disait « ce serait bien pour Noël ». Et là, je regardais et je me disais « merde, on est au mois de juillet, mais comment je vais sortir ça ?» Donc, c'était un peu ça. Donc, déjà, ça m'a amené à une autre étape de compréhension des choses et de débrouillardise, parce qu'on faisait tout de A à Z. On faisait le concept produit, on sourçait, on rencontrait les fournisseurs et on mettait en marché. Donc, on avait un peu le 360 degrés chez Sephora au tout début. Quand je suis arrivée, c'était très, très intéressant. Bon, après, ça s'est structuré, c'est devenu complètement différent. Et puis, quand je suis arrivée chez Black Up, alors là, je suis passée à un autre niveau. C'est comme si on monte dans les échelles de... Là, chez Black Up, quand je suis arrivée, j'ai réalisé, OK, là, je suis toute seule et je suis sans filet. C'est-à-dire que je n'ai personne au réglementaire, je n'ai personne à la qualité, je n'ai presque personne au développement. J'ai une demi-personne pour m'aider au développement produit. Je n'ai pas de marketeur. Et j'ai la responsabilité entière de livrer tous les produits qui sont sur le plan produit, d'en créer d'autres et de gérer tout de A à Z, et ça repose sur moi. Et donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise repose sur moi. Ouch! Là, j'en ai pas dormi pendant presque 1 an. Honnêtement, ça a été stress total pendant 1 an, parce que j'avais les réa pro d'un côté, j'avais les nouveautés, j'avais tout. J'ai fini par structurer l'équipe et tout. Donc, ça a été un autre passage, un peu, c'était pas le mode start-up, mais déjà j'avais élargi mon périmètre, puis je suis allée très loin dans mon périmètre, j'ai mis en place toute la réglementation, la logistique, on a remonté tout le système informatique. Donc même dans mon rôle de création de marques, de produits, je faisais plein d'autres choses dans la société qui m'ont déjà, même de la comptabilité. Donc je faisais la clôture des achats pour la fin de mois. Donc j'ai eu la chance de ne pas faire jour-nuit. Parce que je me mets à la place de ceux qui font jour-nuit. Ça peut être très effrayant. Parce qu'effectivement, quand on doit tout faire, et c'est toute la difficulté, c'est de comprendre qu'il y a un 360 degrés. C'est de comprendre que c'est impossible qu'on soit bon sur les 360 degrés. Et c'est d'être capable de, faire le maximum soi-même et d'aller chercher l'aide là où on sait qu'il faut absolument de l'aide. Donc, c'est plus qu'un projet. C'est vraiment d'être capable de penser à tout et de se projeter sur tout. Moi, maintenant, ce que j'essaie de faire aussi, pour qu'il y ait plus grande déconnexion, là, cet été, par exemple, j'ai fermé complètement la société du 15 au 20 août, à peu près. Je ne sais plus, là, ça devait être un peu après, le 22. Cette semaine-là, évidemment, il n'y a pas de vente. Il n'y a rien. Bon, le chiffre d'affaires, on s'en fout. Mais cette semaine-là, les mails, on ne les regarde plus. On n'a plus ce sentiment d'urgence. Donc, à un moment donné, de se dire, stop.
stop et de tout verrouiller, ça aide beaucoup. Et je pense que le rythme dont tu parlais, là, le matin versus le soir, ça aussi, c'est un truc qui est très particulier. Moi, c'est vrai que ça fait longtemps maintenant que je ne suis plus en entreprise. Hein. J'ai quitté en 2015. Depuis 2015, je suis, moi, toute seule à mon compte, consulting, après la marque, tout ça. Il y a une grande période d'adaptation. Moi, j'ai passé des moments en panique aussi à me dire non, mais c'est pas possible. J'avais pas assez de boulot en consulting, donc là, je me disais mais voilà, mais là, j'ai presque trop de temps. Heureusement, le sport m'a vachement aidée. J'avais le temps, mes copines me disaient mais t'as trop de chance, t'as le temps de faire du sport tous les jours. Je disais oui, heureusement que je fais ça parce qu'en ce moment, voilà, puis ça me déstresse parce que là, j'ai pas assez de contrats qui rentrent, tu vois, donc ça va avec. Mais cette espèce de rythme et de finalement ne plus culpabiliser ou d'être même capable de se dire cette matinée-là, moi, j'ai 2 enfants. Là, il faut que j'aille chez le docteur avec le petit, le machin. J'ai organisé ça. Il faut que je le cale là. Mais je n'ai plus de culpabilité comme j'ai pu en avoir avant. En disant, ouais, je ne peux pas faire ça. Là, il faut que je sois à fond. Sinon, c'est... Là, j'en ai plus. Parce qu'il n'y a personne non plus qui vient me taper sur l'épaule pour me dire « Arrête, si c'est le dimanche soir, il y a 1h du matin, et que je suis comme ça, comme une espèce de folle, à me dire « J'envoie ce dernier mail-là à telle personne. » Personne n'est en train de me dire « Oh, Aymara, dimanche soir, 1h du matin, tu sais, demain, ça commence tout, va te coucher, t'en as déjà trop fait, on est dimanche quand même. » Donc, voilà, il faut arriver à faire la part des choses. Oui, je pense que c'est important. C'est un exercice dans tout. C'est un exercice. Mais il faut une discipline. S'il n'y a pas de discipline, les gens qui veulent entreprendre mais qui pensent que ça va être beaucoup plus cool... Bah oui, parce que je suis à mon propre compte, il n'y a personne qui va me bosser, je fais ce que je veux. C'est la nuance en fait. Moi, je suis passée vraiment par des phases de travail 7 jours sur 7. Je suis passée aussi par des phases de travail où même c'était jour-nuit parce que contrat de conseil qui arrive et en même temps plein de choses sur la marque. Donc je l'ai vécu aussi. Des trajets en avion de 12 heures où j'ai pas lâché mon ordinateur et tu arrives de l'autre côté, tu sais plus comment tu t'appelles. Je l'ai vécu aussi. Donc... Avec le décalage horaire en plus. Oui, c'est ça. Puis les gens disaient, t'as pas dormi dans l'avion? Non. Donc, il faut quand même, il faut se pousser. Le sport est important, de se fixer le sommeil. Se coucher à minuit, 1h tous les soirs, non. Il faut un rythme de sommeil, il faut s'imposer des choses quand même, il faut être discipliné. Il y a une autre question aussi que j'ai retenue depuis tout à l'heure. Tu parlais justement de vraiment ta première motivation, c'est qu'il n'y a pas assez de produits pour les peaux, et pour le soin de la peau, le teint de la peau et la qualité de la peau, on va dire ça comme ça. Et justement, tu étais motivée parce que tu as vu que ta mère ne trouvait pas des produits, ta sœur aussi. Maintenant que tu as créé ta marque, qu'est-ce que c'était leur retour, leur feedback Évidemment, elles ont testé, évidemment, elles sont utilisatrices. Après, je pense que c'est sûr que c'est mes premières clientes jusqu'à un certain point. Après, je dis jusqu'à un certain point parce que pour moi, une marque ne peut pas tout régler, un produit non plus. Et c'est justement ça qui est merveilleux, c'est de se dire, il faut ouvrir cette voie et il faut aller plus loin. Moi, dans ce que je fais aujourd'hui, j'agrandis l'offre, mais il y a de la place aujourd'hui sur le marché pour faire encore plus de belles choses. Donc oui, ma mère et ma sœur sont mes premières clientes. Bon, ma mère, aujourd'hui, elle se maquille moins, je dirais, qu'à une autre époque de sa vie, parce que, bon, elle a quand même 77 ans maintenant, mais elle aime bien toujours. Et oui, ma sœur, et pas que ma sœur, des copines maquilleuses aussi, qui sont fans, entre autres, du fond de teint.
Et notre huile aussi aux probiotiques qui a des vertus pour certaines personnes qui sont quand même impressionnantes. Dépendamment de l'état de leur peau, on a eu des résultats phénoménaux là-dessus. Mais voilà, puis il y a plein d'autres choses. Pour moi, la gamme, elle est encore toute petite. Elle est au balbutiement. On a 42 références aujourd'hui, mais il faut savoir qu'une marque de maquillage moyenne, elle a 250 références. Donc, on a encore beaucoup de place pour agrandir le catalogue. Yes. Et justement, pour... Ouais, c'est dans un marché où... Comme vous avez dit, il est en train d'agrandir, d'être plus compétitif aussi. Comment on fait pour attirer l'attention du consommateur final? C'est très, très compliqué. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est très particulier. J'ai envie de dire, on a eu toute cette ère depuis 2015 d'accélération du digital qui permettait justement, avec des coûts d'acquisition relativement... faible au début, puis après acceptable, d'aller chercher les consommateurs. Je pense entre autres au Facebook Manager, qui a été vraiment l'outil qui a permis au DNVB de se développer, parce que c'est un outil, un algorithme qui avait été pensé aussi pour qu'on envoie un contenu et qu'on fasse de la transformation sur des e-shops indépendants. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, toutes les grandes corporations ont déversé des flux hallucinants d'argent sur un Facebook Manager qui, l'algo, aujourd'hui, il est non seulement saturé, mais en plus, il ne travaille plus nécessairement sur la conversion. Donc, on a vachement changé là-dessus. C'est pareil, le monde de l'influence, où on est parti d'influenceurs qui étaient plutôt en mode avoir envie de créer du contenu pour eux-mêmes se créer des communautés, je ne sais pas si vous avez vu le reportage il y a 2 semaines sur les influenceurs, mais ça donne le vertige. Et honnêtement, c'est 15 000 € le post. Et quand on commence à faire des budgets pour des campagnes d'influence, on ne peut pas prendre que 3 personnes. Il faut qu'il y en ait au moins 250 qui parlent de la marque pour que ça ait un vrai effet. Donc, voilà. Puis moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, il n'y avait que la télé. Si on ne faisait pas de télé, il ne se passait rien. Oui. Et même sur de l'hygiène, c'était très clair. On augmente. C'était tout le Procter & Gamble et L'Oréal sur les shampoings. Si Elseve baissait son budget, les ventes de shampoings Elseve descendaient. Si Procter & Gamble montait son budget, on avait les marques de Procter qui montaient. Il n'y avait que ça. Donc, après, je pense que le digital a changé les choses. Mais aujourd'hui, l'équation, elle est particulièrement complexe. Je lis des choses, certains qui ont dit « Ok, on désinvestit, on ne met plus un sou dans le Facebook Manager ». Déjà, on avait désinvesti Google et YouTube parce que justement, les grosses corpos avaient déversé énormément de fric et qu'on n'arrivait plus à ressortir. Des mots-clés sur fond de teint où ça coûte 3 €, même pas le clic, quoi. Juste, on était arrivé sur des... Voilà. Et donc, tout ça fait en sorte que là, on se pose vraiment la question. C'est comment arriver à pouvoir trouver le consommateur au bon endroit, au bon moment, sans que ce soit des coûts faramineux. Et là, tout le monde parle de l'omni-channel. J'y crois de plus en plus, mais j'ai toujours cru. Je pense qu'il faut avoir un moyen d'accès au consommateur qui va aussi passer par le retail. Ça va pas... En fait, on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Par contre, en tout cas en ce moment, il n'y a pas un endroit où on peut se dire là, ça coûte pas cher et on peut aller chercher des tonnes de consommateurs. Puis en Europe, c'est particulier. TikTok est encore accessible en coût, mais en France, moi, mes copines, elles ne sont pas sur TikTok. Ouais. Pas encore. Donc, même si on est sur une consommatrice qui est plutôt 25-45 ans, par là, on se dit c'est les trentenaires qui commencent à être vraiment plus dans le maquillage sain, qui vont chercher, bon. Mais on n'est pas encore, comme aux États-Unis, complètement sur TikTok. Donc, il faut avoir... je pense qu'il faut avoir un 360 et se dire que petit à petit, on va faire connaître. Oui, je suis d'accord.
Mais bon, sans gros budget, on revient toujours à la même chose. Hein. C'est ça, ouais. L'argent est quand même encore aujourd'hui un vrai levier. Mais par contre, on devient plus efficace. Si on réussit avec un budget minime, oui. au moins, on devient plus efficace. On sait, quand on a un grand budget, c'est naturel hein, pour tout. Même nous, quand le chiffre d'affaires il augmente, on dépense des choses. Or, c'est pas tous ils ont des bons retours sur investissement. Exact. Donc, quand on a un petit budget, on est là, ok, qu'est-ce qui va vraiment avoir un bon retour Parce que vraiment, on a besoin. C'est exactement ça. Nous, là, aujourd'hui, sur le Facebook Manager, oui. Quand on lance une campagne, on la regarde pendant 3 jours. Si ça ne fonctionne pas, on coupe nos créas et on essaye de retravailler nos créas pour voir si ça ne peut pas être plus performant. On ne peut pas se permettre de laisser filer et de perdre l'argent. Oui, donc, c'est vrai que ça nous oblige à être plus créatifs et à penser outside of the box, ou en tout cas à trouver des leviers. Moi, je travaille avec la plateforme Joli Moi. Et là, on a fait le meet-up Joli Moi la semaine dernière où j'avais 3 interventions pendant la journée avec des groupes de conseillères beauté de Joli Moi. En fait, c'est une plateforme de vente digitale où les conseillères, ou en tout cas les revendeuses, se servent de la plateforme pour avoir accès à un portefeuille de marques et elles revendent soit dans leur salon, soit à travers leurs propres réseaux sociaux. Donc, ce genre de social selling sont des opportunités sur lesquelles il faut essayer de miser pour pouvoir se développer. C'est des ambassadrices, ça permet de faire connaître la marque, ça permet d'avoir accès à... Donc, il faut penser à tout ce genre de choses pour sortir des grands réseaux classiques, quoi. Ok. Une dernière question, une des questions qu'on a posées, quel serait si jamais tu reviens en arrière avant de lancer ton projet, quel aurait été ton message à toi-même? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Tu dis Aymara... plein de choses. Oui. Et en même temps, par expérience. Et en même temps, pas tant que ça, mais en même temps, plein de choses. Alors, une chose que je me serais dite, vraiment, c'est que quand j'ai abouti le fond de teint, on était en fin 2016-2017, donc c'était encore tôt. En 2017, si je devais revenir en arrière, j'assumerais complètement ce que je suis en train de faire. Et je me serais peut-être... Puis en vous le disant, je suis en train de me dire que c'était impossible. mais quelque part, cette envie de me poser pour me préparer mieux pour la suite. Et en même temps, je vous dis ça, et en même temps, je me revois à cette époque, je n'avais pas les réponses. Donc, tu n'aurais pas pu... On dit souvent que... Il y a un de mes copains qui me disait ça. Il me disait, il y a la manière occidentale de faire les choses et la manière orientale. Et quand il disait occidentale, j'ai envie de dire c'est plus franco-français qu'anglo-saxon. Hein. Mais en France, on aime bien être 100% préparé avant d'aller sur le champ de bataille. On doit avoir tout prévu, tout structuré, tout est parfait, là on y va. Alors que les Chinois sont plutôt du style à dire on va sur le champ de bataille, on regarde, et puis en fonction de ce qu'il y a, on va structurer et organiser ce qu'il faut faire. Et au fil de l'eau, on va apprendre, puis on va... Voilà. Donc moi, j'ai été plutôt comme les Chinois. Je pense que j'aurais jamais été capable d'aboutir à un projet si j'avais attendu d'être prête. Et c'est ce qui m'a fait mettre le pied à l'étrier, c'est que je me suis dit, je ne vendrai jamais rien si j'ai rien à montrer concrètement à vendre. Ce n'est pas sur des échantillons de labo que je vais vendre quoi que ce soit à des distributeurs ou à qui que ce soit. Donc, il faut que j'ai produit quelque chose pour le vendre. Et ça a été vraiment ce qui a déclenché la création de la société, la mise de fonds, de commencer à organiser les choses pour la prod. Après, là où j'ai trouvé ça très difficile
de m'ajuster, c'est qu'il y a eu plein de choses qui ont changé. Il y a eu le nom, le logo, il y a eu l'aboutissement aussi de cette vision. La vision est très intuitive. Formuler, accoucher d'une marque, et encore, il y a énormément de choses à faire. Et ça, on voudrait toujours être super prêt avant. On n'est jamais prêt. Mais non, puis il y a tellement de choses qui façonnent ce cheminement. Et Carol Hamilton de chez L'Oréal, que j'avais entendu en 2017, c'était en 2017, je l'avais entendu à New York à un congrès dire « Never stop working on your brand ». Et elle nous disait ça, on était tous des indépendants, des start-upers de la beauté. Puis elle a dit « It's never over. Go, improve, question yourself, work on your brand until it's wow. » Elle nous disait ça peut prendre plusieurs années d'arriver à ce truc, mais qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Et ça, par rapport à d'autres gens que j'ai vus arriver avec leur concept, boom, et hop, c'est OK, ils cochent les caches, tout va bien. Je me dis, mon Dieu, que moi, j'ai galéré parce que j'ai fait bits and pieces et que j'ai... Et encore aujourd'hui, il faut nourrir le discours, il faut se re-questionner comment on parle de la peau, comment on parle des probiotiques, comment on va parler de l'inclusivité, comment je vais faire évoluer mon image de marque. Est-ce que je fais évoluer mon logo? Qu'est-ce que je vais mettre dans la marque? Là, on est en train de faire la V2 des packaging, du design. Et là, les gens disent, mais t'es folle, t'es encore en train de tout changer. Je dis, non, il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. Là, j'ai des possibilités de faire des packaging qui vont être rechargeables. Il faut le faire, donc il faut se pousser tout le temps. Mais qu'est-ce que ça fait mal? Et du coup, ton message justement à une personne qui veut se lancer aujourd'hui? Moi, je dis, il ne faut rien regretter dans la vie. Donc, quand on a envie d'y aller, il faut y aller. Il ne faut pas se freiner. Parce que, j'ai envie de dire, même si on y va n'importe comment, OK, on va se faire frapper, ça ne va pas le faire, on va tomber, mais ce qu'on aura appris là va permettre de faire mieux la prochaine fois. Ouais. Donc, quelqu'un qui a envie d'y aller, il ne faut pas qu'il hésite, parce que de se dire « je ne suis pas prêt », oui, mais on n'est jamais vraiment prêt. Et peut-être que justement, de te lancer en n'étant pas prêt, ça va te faire apprendre ce qu'il faut pour que la prochaine fois, tu sois prêt. Donc, ce serait ça mon message. Allez-y. Foncez. Foncez, soyez courageux. C'est dur et il faut s'accrocher. C'est pas toujours agréable. C'est très dur. Mais voilà, je pense que tout ce qui ne tue pas fait grandir. C'est ce que je dis à mes enfants.